Alors bonjour, bienvenue à cette présentation Qui sommes-nous sous nous les humains? Le thème sera sur la conscience et l'apprentissage. Ça fait partie de la série 1 et partie 4. Alors, il y a quelques concepts à comprendre qui tournent autour de la conscience. Par exemple, l'esprit, c'est l'ensemble des opérations conscientes et inconscientes du cerveau. Pour ce qui est de la pensée, c'est une compétence qu'on peut construire à partir de l'expérience vécue. La pensée s'effectue habituellement en dehors de notre volonté. On ne peut pas se forcer à penser, si on peut dire. Une idée, c'est une représentation mentale d'un objet, d'une personne, d'une situation qui est présente à l'esprit. Donc, c'est plus précis. Une idée qu'une pensée, par exemple. Alors que réfléchir, c'est plus que penser, c'est de trier les pensées, les organiser, les évaluer, les développer. Pour ce qui est de la conscience, on se réfère surtout à la connaissance de soi. C'est un savoir, la conscience, c'est une compréhension de soi. C'est la conscience de ce qui se passe en nous, dans notre monde intérieur, dans notre corps. Par exemple, actuellement, je suis en train de faire une présentation, je sens mon corps, je vois l'écran, je peux ressentir des émotions, ainsi de suite. C'est aussi la conscience de ce qui se déroule en dehors de mon corps, dans le monde qui m'entoure. Donc, c'est extérieur à ce qui se passe en soi. Il y a différents niveaux de conscience. Donc, selon les auteurs, on présente deux niveaux. Le premier, c'est une conscience primaire. Une conscience qui permet de situer ce qui se passe dans notre corps en le distinguant de l'extérieur. Les animaux ont cette conscience-là. Alors, si vous vous approchez d'un chat ou d'un chien, il va sentir, il est conscient de ça. Le deuxième niveau, c'est la conscience supérieure qui, elle, est propre à nous autres, les êtres humains. Ça permet de réfléchir ce qui est ressenti, de le situer dans le temps. Notre réflexion, on peut la situer dans le passé, on peut la situer dans l'ici, le maintenant ou dans le futur. Donc, c'est la capacité aussi de faire de l'introspection, soit la pensée sur la pensée. Maintenant, si l'on regarde l'apprentissage comme tel, ce qui est excessivement important pour l'être humain, entre autres, mais aussi pour les animaux. Là. Donc, l'apprentissage, c'est l'acquisition de connaissances, c'est le développement de différentes habiletés, d'attitudes, de valeurs qui vont s'ajouter à notre structure ou à nos structures cognitives. Cet apprentissage va être en lien avec nos mémoires comme telles. Alors, qu'est-ce qui différencie l'apprentissage de l'inné, ce qu'on appelle le l'inné et l'acquis? Alors, l'inné, c'est une sorte de préprogrammation interne à notre organisme qui permet, selon la qualité de l'environnement, selon la qualité des stimulations qu'on a, de développer notre organisme comme tel. Tandis que l'acquis, c'est l'acquisition des savoirs, des habiletés, suite à des apprentissages, suite à des expériences comme telles. Maintenant, le lien entre l'apprentissage, l'intelligence et les talents, alors on va définir quelques aspects de ces éléments-là. L'intelligence, c'est reconnu comme un aspect héréditaire. Mais attention, l'intelligence va dépendre, pour s'actualiser, de la qualité de l'environnement. C'est ici qu'on parle de l'épigénétique. Épi, dans le sens d'entourage,
d'autour de ce qui est à l'intérieur de soi, là, de ce qui est déjà reçu. Donc, il est important de comprendre que rien n'est fixe et totalement prédéterminé. Ce qu'on croyait avant, là, c'est différent maintenant avec la science. Il y a de l'interaction très importante entre le potentiel génétique et la qualité de l'environnement. Là, on va parler ici de la plasticité du cerveau. Le cerveau lui-même apprend et en arrive à changer ses structures dépendamment des expériences, dépendamment là, des stimulations de l'environnement. Pour ce qui est des talents, ils font partie de l'héritage génétique. Par exemple, on peut avoir un talent en sport, des affinités par rapport à la musique comme tel. Vous avez, on va dire, il est talentueux pour les arts, le dessin ou la musique, comme je disais. Mais ça demande de la stimulation de l'environnement. C'est pas tout d'avoir dans son bagage génétique un talent, si on peut dire. Il faut qu'il soit stimulé. Donc, c'est par l'éducation, c'est par la culture. C'est ça qui va permettre de l'actualiser. Maintenant, lorsqu'on parle d'apprentissage, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, il y a différentes catégories de savoir. Il y a le savoir théorique qui comprend les connaissances, les faits, les noms, les principes, des concepts. Donc, c'est les savoirs là, qu'on entend, c'est la connaissance. Il y a des stratégies cognitives qui servent à organiser notre pensée, à réfléchir, à classer, à analyser, à résoudre des problèmes. Donc, c'est quelque chose qui est très important dans l'apprentissage comme tel. Comme savoir, il y a le savoir-être qui est lui lié au domaine affectif et social, aux relations interpersonnelles, aux émotions, à la motivation, aux habiletés sociales. T'sais. Donc on parle d'un savoir-être qui est différent du savoir-faire. Le savoir-faire se situe dans l'action, c'est comment faire. C'est un savoir qui est pratique, qui est instrumental, qui est appliqué dans le fond. Lui, ce savoir-là, comme les autres savoirs d'ailleurs, s'apprend par l'expérimentation. Ce qui maintenant nous caractérise, on va voir par rapport aux autres espèces, euh, on peut dire qu'on partage avec les grands singes la majorité de notre matériel génétique. Seulement 2% de différence dans notre bagage génétique avec les bonobos. Nous avons, comme humains, un gène unique qui augmente notre capacité d'apprentissage. Il existe chez les grands singes une limite dans leur capacité d'abstraction et de conceptualisation du monde, ce qui arrive à nous distinguer de ces grands singes. Toujours dans ce qui nous caractérise par rapport à l'animal, c'est que par exemple, en laboratoire, on peut rendre heureux des rats en leur donnant de la nourriture à chaque bouchée, hein, quand on procède par conditionnement. Alors, le centre de plaisir, un circuit de récompense qu'on a déjà vu, va être stimulé dans leur cerveau. On peut les conditionner à un signal sonore et quand les rats entendent ce signal, le centre du plaisir va être excité. La structure du cerveau est analogue chez le rat et chez l'humain. Cependant, il y a une grande différence chez nous dans le processus de traitement de l'information. Par exemple, chez l'humain, la réaction à la présentation d'un plat, la nourriture, peut être infinie. Par exemple, on peut penser que je suis au régime,
Donc, il y a des conditions. Le mets ou le, le steak est saignant. Moi, je l'aime bien cuit. Je suis occupé pour manger, ou en tant qu'être humain, on peut avoir des réactions infinies à différents stimuli plutôt. Il y a une autre grande différence par rapport aux chiens et au conditionnement classique de Pavlov, là. Euh, la salive, lorsqu'elle entend la cloche, euh, il, euh, il ne salive pas en réaction à un citron imaginaire, mais au citron qu'il va voir. Alors que l'humain, lui, peut se représenter un citron ou un autre fruit et en arriver à éprouver le même plaisir, si on peut dire, que de le voir dans la réalité. Alors que les animaux, en principe, ne peuvent pas avoir ces représentations-là. Vous voyez la différence, là, quand même assez importante. Nous créons des mondes entiers en imagination. La richesse de l'expérience intérieure contient tout ce que d'humain, tout ce qui est humain et puis tout ce qui nous définit. Alors voilà, c'est la partie 3 de cette présentation.